La transmission du savoir et de l'information telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas toujours été aussi facile. C'est à la toute fin du Moyen-Âge que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a introduit un formidable bouleversement en permettant la reproduction des textes à grande échelle. Mais auparavant, la circulation des idées et des connaissances passait uniquement par les textes copiés à la main. C'est dans les ateliers des grands monastères européens, appelés scriptoria, que pendant plus de 800 ans, du 7e au 15e siècle, copistes et enlumineurs travaillèrent à la conception et la production des manuscrits, secondés par plusieurs artisans, car il s'agissait d'un travail de longue haleine. Jusqu'au XIVe siècle, les manuscrits sont copiés surtout sur parchemin, un support de grande qualité mais coûteux, fabriqué par les parcheminiers, à partir de peaux de mouton dans le nord du continent, de chèvres dans le sud ou encore de veaux. Le papier, même s'il est déjà connu, ne s'imposera que plus tard. La peau est lavée et mise à tremper dans des bains de chaux. C'est lors de cette étape que l'aspect, dont sa couleur blanchâtre, sera déterminé. Une autre technique, qui emploie du sulfure additionné à de la chaux appelée enchaux, permet d'obtenir des parchemins de plus grande qualité. Débarrassée des poils et impuretés, elle est ensuite tendue sur des cadres pour être raclée et éventuellement poncée. Le fait de la tendre la rend translucide. Le traitement complet pour obtenir un parchemin de qualité comporte 30 opérations s'étalant sur 1 mois. Les peaux, ainsi rendues très fines, blanches et souples, sont ensuite confiées au scriptorium pour être coupées et pliées au format souhaité. La réalisation d'un ouvrage de taille moyenne nécessite l'utilisation de plusieurs dizaines de peaux. Une Bible, au moins 150. Jusqu'au milieu du XIIe siècle, la feuille doit tout d'abord être réglée à l'aide d'une pointe sèche qui entame très légèrement la peau pour y laisser lignes horizontales pour l'écriture et lignes verticales qui justifient les colonnes. Vers 1150-1160, apparaissent la réglure à la mine de plomb, l'ancêtre de notre crayon, ou à l'encre. Le moine copiste peut alors se mettre au travail avec une plume taillée de façon plus ou moins large, qu'il trempe dans une encre composée de gomme arabique et de noir de fumée. On utilise également des encres obtenues à partir de noix de Galles et de sulfate métallique. Un scribe expérimenté peut produire 4 ou 8 feuillets par jour. La productivité est apparemment réduite, mais c'est qu'il s'agit d'un vrai labeur, où chaque lettre est tracée trait à trait. On ne manque d'ailleurs pas de plaintes de scribes, qui témoignent de sa pénibilité. Jusqu'au 8e siècle, une grande variété de graphies cohabite en Occident. C'est alors qu'apparaît la minuscule Caroline, conçue au scriptorium de Corbie. Elle va être imposée dans tout l'empire de Charlemagne pour favoriser les échanges et la diffusion des textes entre monastères. Peu à peu, cette écriture simple et facile à lire, tout en courbes et en rondeurs, va évoluer vers des formes plus serrées, tracées avec une plume au biseau oblique permettant d'accentuer pleins et déliés. Ce sera l'écriture gothique qui, à partir du XIIIe siècle, se développera lentement en divers types de plus en plus étroits et anguleux ou en formes cursives très variées. Premier élément décoratif, les initiales de tailles et de formes différentes permettent de rendre apparente la structure du texte en marquant le début de ses principales divisions. Car la numérotation des feuilles n'apparaît qu'à la fin du XIIe siècle, la pagination qu'au XVIe siècle. Le répertoire va de la simple initiale filigranée, c'est-à-dire dessinée par les traits de plume du copiste, jusqu'à la miniature à pleine page qui représente un épisode biblique ou historique dans les plus luxueux manuscrits. Entre les deux, des lettrines peintes, parfois somptueuses, éventuellement prolongées dans les marges par des antennes ou festons, parfois des décors à motifs floraux ou animaliers. Dans ces derniers cas, le feuillet va être confié à un enlumineur chargé de réaliser cette décoration soignée. D'abord tracé à la mine de plomb, le dessin sera mis en couleur à la feuille d'or, fixée selon la technique de l'assiette à dorer, ainsi qu'avec les plus rutilants pigments, issus des mondes minéral, végétal et animal,
Ils sont appliqués du plus foncé au plus clair et fixés avec des liants tels que le blanc d'œuf. Ce travail offrira lumière et couleur au manuscrit. Tous les feuillets d'un ouvrage ainsi achevé peuvent enfin être confiés au dernier maillon de la chaîne, le relieur. Il va coudre les feuilles assemblées en cahier et les fixer entre deux planchettes de bois. Celles-ci sont recouvertes de cuir, lui-même garni d'éléments métalliques, ferrures et cornières. Des fermoirs sur la tranche maintiennent fermement la structure du livre. Bref, une protection solide qui lui permettra de traverser le temps. À l'abri de la lumière, nous sont ainsi parvenus dans tout leur éclat originel les plus beaux manuscrits romans et gothiques produits dans le retrait et le travail multiséculaire des scriptoria.